Bonjour, bienvenue à notre 4e épisode de la série Copilote. Mon nom est Luca Bino. Mon nom est Marco Ferras et je vais vous présenter Azure AI Studio. Merci Marco. On va attaquer un petit rappel. On a fait 3 webinaires dans la série Copilote jusqu'ici. On vous a présenté différents sujets. Vous voyez les prochains sujets en fait, qui sont présentés. Nous n'avons pas encore défini les dates, mais n'oubliez pas de suivre notre page pour les événements, le lien en haut à droite, de vous inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen pour ne pas rater les prochains événements et les prochains webinaires. Donc l'agenda d'aujourd'hui, elle est présentée comme ça. Nous allons aborder ces quelques sujets. Il y aura une partie un peu plus technique sur le côté Azure AI Studio. Et puis nous allons présenter quelques cas utilisés par UMB avec l'intelligence artificielle. On va y arriver. Alors le focus d'aujourd'hui. Dans l'environnement Microsoft Copilot, nous avons cette partie à gauche qui est le Copilot out of the box. Donc vous pouvez simplement activer vos copilotes dans GitHub, dans Dynamics 365 ou la licence Copilot for Microsoft 365. Donc vous activez simplement une licence et vous l'utilisez telle qu'elle est. On a vu aussi dans un webinaire, le dernier webinaire, comment on peut étendre ces fonctionnalités out of the box par des connecteurs, des plugins ou du Graph API. Et aujourd'hui, nous allons adresser la partie Make Your Own, donc créer votre propre copilote. On verra qu'il y a 2 pistes essentielles pour le faire, c'est Azure AI Studio et Copilot Studio. Aujourd'hui, nous allons vraiment adresser cette partie Azure AI Studio et Marco vous présentera quelques détails sur cette approche. Donc, il est bien important de voir qu'on peut se servir auprès de Microsoft avec des services qui sont déjà préparés, où on fait que d'activer la licence et on peut commencer à consommer. Et puis la partie où on veut personnaliser, customiser notre propre copilote, et là, il y aura un peu de travail à faire. Et pour ça, je vais passer donc la parole à Marco qui va vous présenter quelques concepts de base. Merci Luca. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter Azure AI Studio et avant on va commencer en fait par des concepts de base pour mieux comprendre en fait ce que fait le data scientist. La première chose en fait c'est les embeddings. Donc en fait les embeddings sont des vecteurs. Ils vont capturer la relation entre les mots et les objets. Et ces vecteurs, donc ces embeddings, ils sont calculés via des modèles de machine learning. Et le résultat, en fait, c'est un vecteur multidimensionnel. Et si on projette en fait ces vecteurs dans un espace 3D, comme on voit ici, en fait, on va voir des groupes. Et puis en fait, ces groupes représentent en fait les relations qu'il y a par rapport à ces embeddings, donc les relations qu'il y a entre, par exemple, des mots. Donc ça peut être des groupes qui vont caractériser, par exemple, une activité, une personne, un animal, etc. Un embedding, en fait, est calculé avec un modèle de machine learning. On lui donne un texte en entrée et puis il va nous sortir un vecteur qui peut avoir, par exemple, une centaine de dimensions ou même encore plus. C'est un vecteur multidimensionnel. Et ces vecteurs, en fait, quand on va les projeter dans cet espace 3D, donc on voit en fait tous les vecteurs qui vont appartenir à la même catégorie. Prenons un exemple plus simple, ici simplifié en 2 dimensions. Donc on a le vecteur, donc l'embedding homme et femme, qui sont assez proches. Et puis on va pouvoir calculer leur distance. Donc si on soustrait le vecteur homme et femme, on a ce qu'on voit le vecteur en rouge, qui est la différence entre les deux. Si on prend un troisième embedding, roi, on va voir qu'il est plus éloigné. Le contexte est un petit peu différent. Et ici, ce qui est intéressant d'observer, c'est que si on projette la différence, donc le vecteur rouge qu'on avait calculé auparavant, on va atterrir normalement sur l'embedding ren. Et ça, en fait, c'est comme ça qu'on crée en fait le contexte et la relation. La deuxième
chose que je veux mettre en évidence, en fait, c'est tout le processus qui est mis en place pour, par exemple, Microsoft Copilot 365, pour qu'on comprenne bien les composants qu'il y a et comment ça fonctionne, pour qu'on puisse comprendre après les steps qu'on fait dans Azure AI Studio. Donc, le premier step, c'est qu'on a notre data scientist qui prépare les données, donc les fichiers, les databases. Le deuxième step, on va générer les embeddings, comme on a expliqué précédemment. Dans un troisième step, les embeddings vont être sauvegardés dans une base de données vectorielle ou dans un service comme Microsoft Cognitive Search. C'est pour ça que probablement, ces derniers temps, vous entendez de plus en plus parler de bases de données vectorielles. Le quatrième step, l'utilisateur il va faire une requête via un prompt. Donc, il va envoyer ça vers l'orchestrateur. Et ici, en fait, l'orchestrateur, il va d'abord demander le contexte et il va créer, en fait, avec la réponse, un prompt qu'on va appeler le RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Et ce step, il est important parce qu'en fait, contrairement à quand vous utilisez par exemple simplement ChatGPT, ici, on va prendre les données dans le contexte, vos données, justement desquelles on a créé les embeddings. Et ça va éviter en fait au modèle d'avoir ce problème qui était les hallucinations et de répondre à des questions où il n'a vraiment pas la connaissance, mais il vous répond avec confiance. Et en fait, après, c'était difficile de savoir si la réponse elle est pertinente ou pas. Donc avec le Retrieval Augmented Generation, vous aurez plus de problèmes parce qu'en fait, quand on va créer la réponse, on va toujours se baser sur un document. Au step numéro 6, donc l'orchestrateur, il va prendre le prompt de l'utilisateur plus le contexte qu'il a reçu. Il va créer comme une sorte de super prompt et c'est là en fait qu'il va envoyer ça vers le LLM, donc le Large Language Model, qui peut être OpenAI, GPT ou un autre LLM. Et là finalement, la réponse, elle va être transmise à l'utilisateur qui avait fait la requête initiale. Maintenant, prenons un petit moment donc pour Azure AI Studio. Qu'est-ce que Azure AI Studio? En fait, Azure AI Studio, c'est un outil que Microsoft ils ont mis en place. Ils l'ont mis en place quand ils ont développé leur propre Copilot M365. Et cet outil va nous aider en fait à utiliser dès le départ les bonnes méthodes et d'accélérer le développement. Il y a à peu près déjà 18 000 clients qui utilisent cet outil. La première étape dans Azure AI Studio, ça va être de créer un projet. Donc, quand vous créez un projet, vous allez avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour ce projet qui vont être créées directement, en fait, behind the scenes, derrière, dans votre tenant Azure. Dans le Playground, vous allez pouvoir directement tester votre Copilot de manière très intuitive, sans devoir le déployer. Donc, en fait, vous pouvez pratiquement faire les modifications en temps réel et tester votre Copilot et ajuster vos paramètres. Le step numéro 2, ça va être la partie importer le data. Donc, c'est là que notre data scientist UMB va amener toute sa plus-value. On va préparer la data, l'importer, comme on a vu dans l'explication en fait, des embeddings. Et tout ça, en fait, ça va être mis à disposition après dans votre environnement, dans votre projet. Ici, à noter garbage in, garbage out. Donc, ça veut dire si le data en entrée, il n'est pas bon, les résultats en sortie ne seront pas bons. Donc, il est important de soigner ce step. Step numéro 3, ça va être de définir la façon dont vous voulez que votre
Copilot il réponde. Donc, on va définir un système prompt. Et ce système prompt, en fait, ce n'est pas un prompt utilisateur où il pose une question. C'est un prompt qui va définir comment votre Copilot il va agir. Par exemple, on peut dire je veux que tu sois un assistant IT qui va aider les utilisateurs pour les problèmes IT, répond de manière précise et assez courte et ne répond pas aux questions qui n'ont rien à voir avec le monde IT. Comme ça évite par exemple à vos utilisateurs de commencer à lui demander des recettes de cuisine ou des choses comme ça. Il va rester dans le scope du support IT. Prochain module, c'est toute la partie sécurité et compliance. Donc on a vu au début, quand ces technologies sont arrivées, c'était assez compliqué de prédire qu'est-ce que le modèle allait sortir. Et on a eu des dérives, il y a eu des projets qui ont été mis en ligne et qui ont dû être shut down parce qu'au bout d'un moment, ça a donné des choses qui n'étaient pas compliant par rapport aux entreprises qui ont mis ça en place. Alors ce problème maintenant, il est géré grâce en fait à tout ce qui est la partie modération, donc pour gérer tout ce qui est thème comme violence, haine, contenu à caractère sexuel ou dangereux. Et vous pouvez ici simplement sur un clic ajuster en fait les niveaux de filtre. Et ça évite en fait tout le travail de prompting derrière où on doit expliquer ça au Copilot. Le prochain step, donc, on a notre projet, on a importé notre data, on a nos embeddings, on a pu mettre nos filtres pour que notre Copilot soit compliant. Donc, le prochain step, ça va être de faire des tests. Et puis ici, il y a deux façons de faire des tests, automatiques, manuels. Si vous faites des tests, par exemple, manuels, vous allez pouvoir écrire les questions et puis les réponses attendues. Puis simplement, après, vous pouvez demander à votre Copilot d'évaluer cette question et puis vous pouvez comparer en fait la réponse du Copilot et votre réponse. Et après, vous pouvez voter si la réponse vous satisfait ou pas, puis ça vous donne un score total à la fin. Vous pouvez aussi en fait importer des questions-réponses depuis un fichier pour avoir tout un ensemble de questions-réponses directement et pas devoir les écrire l'une à une dans l'outil. Le prochain step, il va vous permettre d'orchestrer les flux. Donc ici, c'est là où le fameux data scientist qui code en Python intervient. Donc ici, on va pouvoir aller plus en détail dans les flux et les scénarios et on va pouvoir commencer à écrire le code Python pour gérer en fait ces flux dans votre chat de votre Copilot. Ici, la représentation visuelle des flux va vous permettre de visualiser en fait ce que vous avez en code, mais sous une forme graphique. Ça peut aussi aider en fait à comprendre ces flux. Et une fois donc votre solution testée, compliant, il va falloir déployer la solution. Et pour déployer la solution, tout simplement dans le Deployment Center, vous avez après une API Endpoint avec un token ou une clé. Vous pouvez donner ça à votre équipe dev et ils peuvent intégrer ça dans vos outils, dans votre site web, dans votre application mobile. Vous pouvez aussi déployer ça directement vers une web app dans Azure, dans votre tenant, et directement utiliser votre Copilot. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser votre custom Copilot dans Copilot Studio, comme on avait vu dans le webinaire précédent, donc Copilot Studio. Vous allez pouvoir, en fait, via un plugin AI, intégrer ce que vous avez fait dans Azure AI Studio dans votre Copilot Studio. Et finalement, peut-être encore le dernier module, en fait, vous avez dans Azure AI Studio tout un ensemble de modèles qui sont dans un catalogue et vous pouvez en fait choisir celui qui vous plaît, ChatGPT 4, 3, les modèles de Meta par exemple, etc. Voilà. Merci Marco. On va essayer de résumer tout ça. Donc, la différence entre un Copilot out of box et le custom Copilot. Donc, on sait exactement avec notre Azure Studio AI
quel modèle on a utilisé. Donc, ça nous permet vraiment de focuser. Est-ce que j'utilise Llama de Meta, ChatGPT, etc., OpenAI. Ça nous permet aussi un contrôle complet sur les données. Ça veut aussi dire qu'il y a un peu plus de travail. Donc, il y a cette importation, ce nettoyage des données, vérifier la pertinence des données. Mais ça nous donne un contrôle complet sur les réponses. Il y a aussi toute une réflexion très importante sur la responsabilité. Du coup, vu qu'on crée notre copilote, Marco vous l'a expliqué, le côté éthique du résultat est sous notre responsabilité. Celle du client qui déploie, celle du partenaire qui l'aide à déployer. Donc on doit s'assurer effectivement que le copilote qu'on va créer n'aura pas de dérive sexiste ou violente. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc ça nous donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de contrôle et évidemment plus de responsabilité. J'aimerais vous présenter ici rapidement quelques use cases. En fait, comment on a utilisé l'intelligence artificielle pour répondre en fait, à des besoins clients concrets. Tous n'ont pas été faits avec Azure AI, mais le principe reste le même. Donc la première réflexion, c'est de mettre à disposition un copilot pour une page web. Donc en fait, on remplace ce qu'on connaissait avant, les chatbots classiques sur les sites web, qui régulièrement vous disaient je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la connaissance. Le fait d'utiliser l'intelligence artificielle vous permet de donner des réponses pertinentes avec les sites web que vous avez demandé de référencer. Et lorsqu'il n'y a pas de réponse présente sur le site, eh bien, on passe en conversation naturelle et le copilote pourra quand même interagir avec l'utilisateur en lui donnant peut-être des informations qui viennent d'Internet, en précisant éventuellement qu'il n'a pas trouvé l'information sur la page web, mais qu'il propose de se renseigner ailleurs. Ça permet aux utilisateurs finalement de votre site web d'avoir un service beaucoup plus personnalisé qui fonctionne 24/7 pour adresser des questions qu'ils auraient sur le contenu de votre site. Dans un registre un peu différent, on a pour une commune en Suisse allemande activé un voicebot supporté par l'intelligence artificielle. Ça lui permet d'interagir de manière naturelle avec les différents dialectes suisse-allemands. Donc pour ceux qui ont l'expérience, ce n'est pas simple de reconnaître un Saint-Gallois d'un Zurichois ou d'un Haut-Valaisan. Ce chatbot est capable de faire cette différence et en plus, il peut s'intégrer en fait aux informations que la commune a bien voulu fournir pour répondre directement de manière pertinente et précise aux citoyens. Typiquement les heures d'ouverture, la procédure pour renouveler la carte d'identité, comment faire une demande de permis de construire, comment obtenir un permis de résidence et ce genre de trucs. Donc là aussi, en fait, le copilote permet de définir un service 24/7, de décharger en même temps le contrôle des habitants de la commune, qui aura plus de temps pour les interactions physiques au bureau, et de donner un service effectivement personnalisé à tout citoyen. Donc le scénario s'applique très bien pour le suisse allemande, mais il fonctionne excessivement bien aussi en français. Et pour le Tessin, au Tessin, on a aussi différents dialectes. En Romandie, on pense qu'on n'a pas vraiment de différence. Il n'empêche qu'entre un Jurassien, un Valaisan et un Genevois, on a quand même des intonations différentes et certaines reconnaissances vocales ont des difficultés. Lorsqu'on intègre l'intelligence artificielle, ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans ces interactions. Un autre exemple, c'est, on va dire, l'interaction finale avec un client. Aujourd'hui, on sait que les clients finaux de à peu près toute entreprise ont certainement un smartphone. Et pratiquement sur chaque smartphone, on a la fameuse application WhatsApp, à part quelques cas particuliers qui font de la résistance, mais WhatsApp est installé, pour ainsi dire, sur la totalité des smartphones. Donc la faculté de pouvoir interagir avec ses propres clients à travers l'outil de prédilection qu'ils ont, parce que WhatsApp est souvent en première page, c'est les premières notifications qu'ils reçoivent, ça permet de communiquer de manière personnalisée avec vos clients, que ce soit pour du marketing, que ce soit pour un suivi client, pour du service après-vente, pour des demandes de réparation, de retour de produits, mais même pour des commandes, puisqu'on peut, encore une fois, lier avec l'intelligence artificielle avec certaines de vos données. Et on pourrait imaginer qu'à travers WhatsApp, on peut se renseigner sur un produit, sur un type de service, obtenir un contrat, le valider, commander directement. Donc le client
vit dans son application préférée, WhatsApp, et au niveau entreprise, vous êtes dans vos outils professionnels. Donc il y a une compliance de ce côté-là, et juste les interactions viennent en fait front-end pour le client à travers WhatsApp. Et le dernier exemple, c'est la partie Enterprise Search. Donc on le sait tous, hein, quand on est dans notre SharePoint ou dans Teams ou dans Outlook, les recherches qu'on va faire nous donnent des résultats qui ne sont pas toujours les mêmes. Si on cherche les règlements d'entreprise ou les règlements ressources humaines, on doit souvent se connecter à une plateforme différente. C'est un autre outil de recherche et on n'a pas de cohérence et pas un seul point d'entrée. Avec Enterprise Search et Azure AI Studio, on peut créer en fait un point d'entrée unique qui va aller chercher des informations là où on en a besoin. Donc en fonction du contexte, on va aller chercher dans la partie wiki ressources humaines pour les règlements de remboursement des frais, ou alors aller chercher dans la partie wiki pour les procédures d'installation, de mise en service, lorsqu'un technicien a des questions précises et techniques. Dans tous ces cas, la constante, c'est disponibilité 24/7, personnalisation, langage naturel. Donc l'utilisateur apprend aussi à poser les questions de manière différente. Il va exposer un problème, une situation, au lieu de demander très précisément l'information sur le produit XY. Et puis enfin, cette intégration avec vos données, donc la maîtrise que vous avez sur la pertinence des réponses que vous allez pouvoir amener. La prochaine étape, donc comment on avance? Ça, c'est toujours la question, finalement, quand nos clients nous disent « bon, on aimerait y aller, quelles sont les prochaines étapes, les réflexions à faire ?» Donc, il est essentiel, en fait, au début, de se poser les bonnes questions et d'essayer de définir le périmètre pour comprendre quel type de solution vous allez utiliser en fonction de besoins. D'accord ? On doit toujours revenir un peu en arrière et réfléchir concrètement à quel est notre besoin, réfléchir à quel est le planning qu'on a au niveau de l'IT interne et des applications qui vont venir dans les prochains mois pour faire les bons choix, pour adresser en fait un besoin, par exemple avec Copilot out of the box, et puis une autre type de service avec Azure AI Studio. Nous réalisons, nous accompagnons nos clients avec ce genre de workshop. Donc ici, vous avez un peu la représentation de comment on fonctionne. Il y a une petite conversation du début pour définir un périmètre. Il y a ensuite un workshop d'à peu près une demi-journée où on va pouvoir justement mettre les cartes sur table et bien définir quels sont les besoins, les chemins qu'on veut aborder. Et puis, ça va nous donner des résultats. En fait, est-ce qu'on va adresser Copilot, Copilot Studio ou Azure AI Studio. Les livrables sont effectivement une partie conseil, une partie offre budgétaire pour savoir à peu près dans quelle direction on va aller. Tout ça, c'est réalisé par nos équipes de data scientists et business analysts. Et ils travaillent en fait sur ces différentes phases de projet. Donc sur le haut, vous avez les différentes phases entre l'analyse, la mise en service, la livraison, etc. Et on va pouvoir découper en fait en fonction des couches les services qui vont répondre vraiment à vos besoins. On arrive à la fin de cette partie, du webinaire, l'épisode 4. Je vous rappelle la page web sur laquelle vous pouvez consulter les prochaines dates. C'est sur cette même page en bas que vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Comme ça, dès qu'il y a une nouvelle date, vous serez mis au courant. Et puis, c'est le moment pour répondre à quelques questions, voir s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a alors? Première question de Pierre. Comment on gère le côté multilingue dans une entreprise? En fait, il n'y a pas vraiment besoin de gérer, c'est intrinsèque au modèle parce que quand vous écrivez dans une langue, vous allez obtenir la réponse dans cette langue, en fait. Du coup, vous pouvez simplement préparer vos données dans la langue qu'elles sont, et puis après, vous pouvez, par exemple, si vous faites avec Azure AI Studio, tout faire en anglais, et puis le Copilot, il va répondre dans la langue de l'utilisateur. Donc, fini la réplication des questions-réponses en 3 langues. Exactement. C'est quand même un sacré gain. Sauf si ça fait sens et puis qu'on veut quelque chose de très spécifique, on peut aussi gérer ça. Ouais. Donc, on pourrait régionaliser les types de réponses parce qu'on veut donner un autre... Exactement. Ok, intéressant. Prochaine question. Donc, comment on choisit entre Copilot Studio et Azure AI Studio? Donc
Donc peut-être la première remarque ici, c'est qu'il ne s'agit pas de faire un choix, un ou l'autre. On peut tout à fait, au niveau de l'entreprise, profiter de ces deux services en même temps. La différence, c'est qu'on va adresser Copilot Studio pour des solutions peut-être moins personnalisées, mais plus faciles à déployer. Et lorsqu'on veut aller vraiment dans le détail et vraiment dans la personnalisation, ben, ce sera Azure AI Studio. Sans oublier que si vous avez des scénarios faciles, vous pouvez activer votre Copilot dans Dynamics 365 ou Copilot pour Microsoft 365. Voilà, on arrive à la fin du temps. Merci Marco. Merci à vous toi, pour Luca. votre temps. Et à bientôt. Très bonne pour le prochain journée. épisode.